La reconnaissance de la filière, en l'occurrence, c'est une vraie réussite de l'ensemble de ces acteurs. Je vais demander, pour en parler avec nous, à Xavier Maurice, expert infrastructure numérique de la Banque des Territoires, de nous rejoindre, ainsi que Christophe Houtier, directeur commercial de Nordnet, Marc Leblanc, directeur commercial Europe du Sud du groupe Prismian et également président d'Objectif Fibre, et Arnaud Lucossi, donc secrétaire général de TDF. Voilà, si vous voulez bien nous rejoindre. Voilà, chantier court terme, en fait c'est presque plus logique comme ça d'ailleurs. Les chantiers courts et moyen terme, puis même long terme, côté Banque des Territoires. Donc on l'a vu, il y a la question de ce guichet qui s'est fermé, qui s'ouvrira, on l'espère ardemment, qui se rouvrira début 2020. J'ai envie de commencer par Xavier Maurice. En l'occurrence, la Caisse des dépôts, elle a investi, je crois, aujourd'hui 400 millions d'euros sur 25 RIP. Quelles sont les conditions de rentabilité à court, moyen et long terme de vos investissements dans les RIP? Merci Sébastien, bonjour à tous. Normalement, il est allumé, sauf si... non, il a été coupé. Prenez l'autre. Merci. Oui, c'est mieux, merci. Oui, alors la Caisse des dépôts, elle investit depuis 2004 dans les réseaux d'initiative publique. Avec la création de la Banque des Territoires, on a souhaité donner un peu plus de visibilité à cette action. Et je ne sais pas si tu peux passer peut-être la courte vidéo qui illustre cette action. Absolument. C'est pas moi, vous allez voir. Hashtag à fond la fibre, c'est assumé. Hein. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez relevé, mais on a commencé à adopter les codes de communication de nos amis les opérateurs, parce que je ne vous cache pas qu'il faut lire entre les lignes quand on dit qu'on va déployer 6 millions de lignes en 2019. C'est bien l'objectif à long terme, mais c'est le périmètre des contrats que nous avons signés. On ne va pas réussir, malheureusement, cet exploit. C'était ma question, donc merci d'y avoir répondu. Mais donc on est bien partie prenante dans 25 RIP FTTH de deuxième génération, dans lesquels on investit 400 millions d'euros. L'objectif, c'est 6 millions de lignes. 1 million de lignes aujourd'hui. Un message aujourd'hui, on a parlé, et notamment le Calvados, bien entendu, puisque on a participé au projet cité en ce début d'année d'accélération et de complétude de la couverture de ce territoire avec un nouveau partenaire, la Société Générale, c'est une banque. Je pense que c'est important de le souligner parce que c'est un signal sur la robustesse, je pense, qu'une banque est capable d'apprécier dans ce projet. Et puis plus de 130 millions d'euros de dettes, donc un apport significatif et une contribution importante à la couverture de ce territoire, on n'en avait pas parlé. On investit avec 4 partenaires dans les réseaux FTTH, vous les avez entendus pour certains d'entre eux, c'est TDF, Axione, Altitude, Covage. On a parlé de la réingénierie nécessaire du projet du Calvados, mais je pense qu'il y a un message important, c'est que ces opérateurs, ils sont au rendez-vous dans les déploiements. Voilà, 1 million de lignes, une large partie en concessif, et quand ces opérateurs sont en charge de la construction de ces réseaux, on a 104% d'atteinte des objectifs contractuels. Donc ces 4 opérateurs, ils ont été pionniers, ils ont traversé des phases où les ingénieries ont dû évoluer, mais ils délivrent. Voilà, ça c'est important. Ces 4 opérateurs qui sont parfaitement à la hauteur de leurs engagements. Il y a d'autres projets, c'est l'affermage. Alors je me souviens d'être intervenu avec mon ami Eric Jamaron, que j'ai vu il y a 5 ans, je crois, pour dire que l'affermage, quand je veux construire un réseau FTTH, c'est un processus qui est compliqué, parce que le déploiement d'un réseau FTTH, c'est une opération où la construction est étroitement imbriquée avec l'exploitation et avec la commercialisation. Et sur ces projets-là, ça se passe un petit peu moins bien. On est à 50% simplement d'atteindre des objectifs. Alors là, ce n'est pas nos industriels, malheureusement, qui sont en cause. C'est que les collectivités, elles doivent acquérir une nouvelle dimension et que c'est une marche qui n'est pas aisée à franchir.
On a parlé de commercialisation beaucoup. Aujourd'hui, en moyenne, sur les RIP où la Caisse des dépôts détient une participation, on a 7 FAI et dont 2 opérateurs commerciaux d'envergure nationale. Donc ça, c'est un beau succès. Et j'aimerais quand même qu'on rende à César ce qui est à César, parce que on a parlé des conditions techniques, contractuelles, pour que les opérateurs commerciaux puissent venir, mais je crois que le plus important, et ce qui fait que le mouvement aujourd'hui, il semble résolument s'engager avec un Orange et un Free, qui concrétisent leur venue, c'est qu'il faut un aiguillon, voilà, il faut un maverick, il faut quelqu'un qui vient impulser cette commercialisation. Et ça s'est pas fait tout seul, et ça s'est pas fait juste parce qu'on avait la bonne ingénierie ou les bons contrats. Ça s'est fait parce que ces opérateurs, qui sont des opérateurs neutres, ils ont créé les conditions à la venue, d'abord des petits opérateurs dont on a parlé, Vitis, qui est notre participation, mais aussi Nornet, Ozone, Webox, Scanet, Coriolis, tous les autres. Et puis un premier qui était quand même Bouygues Télécom, hein, qui est venu, qui est celui qui a le plus cette stratégie de conquête sur le fixe et qui est venu vraiment animer résolument la commercialisation de ces réseaux. Et puis le second, c'était SFR. Il faut aussi souligner son implication dans ces réseaux. Si ces opérateurs ont pu venir sur ces RIP-là, c'est parce qu'il y avait des réseaux de collecte, et ça, c'est des bons choix qu'avait fait notamment le Calvados, c'est qu'ils se sont dotés d'un réseau structurant qui interconnecte les nouveaux NRO. Et que c'est ça qui a permis à un Bouygues et à un SFR, aujourd'hui, de venir ouvrir commercialement, largement, rapidement ces réseaux, et ce qui déclenche, parce qu'on parlait de la poule et l'œuf, je crois qu'on sait qui est la poule et on sait qui est l'œuf. Et donc aujourd'hui, on a Orange et Free qui suivent parce qu'il y a cette action commerciale agressive de 2 opérateurs qui sont résolument dans une logique de conquête. Voilà. Et ça, c'est important. Il y a encore des projets attribués. On n'est pas tout à fait au bout. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que la commercialisation, c'est pas parce qu'on a juste réuni les conditions contractuelles et d'ingénierie pour que ça marche que ça marchera tout seul. Il faut des aiguillons. Voilà, les opérateurs, il faut les titiller un peu pour qu'ils s'engagent à venir apporter le très haut débit dans les territoires. On a aussi une action, et on peut passer au point suivant, sur le marché des entreprises. Alors, celle-là, elle est un peu moins naturelle à évoquer ici, parce que ce qu'on fait sur la fibre entreprise aujourd'hui, c'est qu'on s'efforce de créer les conditions d'accès au réseau FTTH en zone privée. Alors, vous me direz, quel rapport avec les RIP? L'écosystème des opérateurs alternatifs sur le marché des entreprises, aujourd'hui, il s'est développé et il a eu un certain succès là où il y avait les RIP de première génération, donc là où les collectivités étaient intervenues pour créer les conditions du développement et de l'émergence de la concurrence. Ensuite, la structuration du territoire pour les déploiements FTTH, elle s'est faite un peu différemment. Les RIP de première génération, ils couvraient l'intégralité des territoires, ils couvraient tout le département, y compris la préfecture, les sous-préfectures, qui sont devenues aujourd'hui les zones d'investissement privé en FTTH. Donc si vous voulez que ces opérateurs de détail entreprises ils puissent pérenniser leur modèle économique, on a regardé, on a constaté qu'il y avait bien une carence sur l'accès à la fibre dans les zones d'initiative privée. Donc les réseaux FTTH, comme celui du Calvados, ils sont ouverts aux opérateurs de détail entreprises qui vont pouvoir desservir les petits pros et les petites entreprises avec ces technologies. Dans la zone d'investissement privé, on est intervenu dès 2018. On va continuer à investir en 2019 pour que cet opérateur puisse proposer des offres activées sur la fibre optique pour les professionnels et les entreprises qui couvriront de cette façon aussi bien la zone d'initiative publique, là où vous avez votre RIP avec ses solutions activées, sa collecte, et puis la zone d'investissement privé. Et ça me semble important de le souligner. Donc COSC, c'est un projet qui avance bien. On a déjà, sur les 9 300 000 lignes, je crois, déployées notamment par Orange, 8 millions de lignes sur lesquelles les offres de gros activées de cet opérateur sont disponibles. Et un petit peu moins, 6 millions, c'est une annonce qui va tomber dans les jours qui viennent, de fibre entreprise. Donc ça, c'est des solutions en fibre dédiée, mais qui réutilisent l'infrastructure FTTH, les offres dites FTTE ou Optimum Access. Voilà. Le très haut débit, pas de géant qui nous rapproche. Merci donc à la Banque des Territoires pour cette première lecture sur les conditions finalement de réussite et de faisabilité de votre retour sur investissement. Je crois que voilà, tous les territoires ont souvent l'occasion de remercier les représentants sur leur région de la Caisse des dépôts hier et de la Banque des Territoires aujourd'hui dans l'accompagnement à cette ingénierie. D'ailleurs, ce sera peut-être une question de coordination entre l'expérience de la Banque des Territoires et l'Agence nationale de cohésion des territoires sur cet accompagnement de l'ingénierie des RIP, parce que vous l'avez fait beaucoup. Vous avez financé de nombreuses études, de nombreux travaux préliminaires avant les RIP. Et il y a peut-être
une note pour plus tard. Donc voilà, premier sujet, c'était un petit peu la vision d'ensemble. Donc dans le court terme, on a parlé de dispositifs donc entre Régis Baudouin et Christophe Houtier. On va parler de ce fameux dispositif de cohésion numérique, parce que Régis nous disait tout à l'heure, pas forcément un guichet, pas comme ça qu'on l'a pensé. Donc est-ce que Régis, on peut voilà, rappeler ce que c'est que ce guichet, entre guillemets, de cohésion numérique, à quoi il va servir, et puis Christophe nous dira quelles sont ses attentes là-dessus. Est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que c'est lancé? Alors, ce dispositif, il a une origine, c'est le constat que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un certain nombre de nos compatriotes n'auront pas de bon haut débit à l'horizon 2020, quand on prend en compte les déploiements envisagés, tant des RIP que des zones d'initiative privée. Et donc, de manière à leur apporter une solution, en l'absence de solution filaire fiable, il était nécessaire de leur apporter une solution hertzienne. Ceci, à notre sens, impliquait deux choses. La première, c'est le développement de l'offre, et la deuxième chose, c'est la stimulation de la demande. Le développement de l'offre, sans revenir dans le détail, il a été assuré par beaucoup d'initiatives de collectivités sur des boucles locales radio. Il a été assuré par les engagements pris par les opérateurs de téléphonie mobile sur le développement de l'offre 4G fixe. Et il résulte également d'un certain nombre de décisions sur les offres satellites. En ce qui concerne la demande, il est apparu nécessaire d'envoyer un signal sous la forme d'un subventionnement à l'installation. Donc, ce subventionnement à l'installation, il prend la forme d'une aide d'un maximum de 150 € de la moitié des frais d'installation ou d'équipement au moment de la prise d'abonnement. Effectivement, nous avons validé au fin 2018 un assez grand nombre d'offres commerciales, disons qualifiées au titre de cette offre et s'intégrant dans ce cadre, qui ont été déployées par 11 opérateurs. Il y a au total 182 offres, puisque certaines offres sont territorialisées, d'autres ont des conditions particulières, etc. Elles couvrent l'ensemble des 3 technologies que j'ai citées, donc BLR, 4G fixe et satellite. Les signatures de conventions pour la mise en œuvre de ces dispositifs entre l'État et les 10 opérateurs sont en cours, certains sont faits, d'autres pas. Ce qui est important de comprendre, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler c'est inapproprié de parler de guichet, c'est que c'est un dispositif qui fondamentalement passe pour sa commercialisation par les opérateurs. Nous ne commercialisons rien nous n'avons pas de relation avec les utilisateurs. Ceux qui ont des relations avec les utilisateurs, ce sont les opérateurs, que ce soit des opérateurs qui commercialisent des solutions, encore une fois, 4G fixe, satellite ou BLR, et ce sont eux qui vont être porteurs de cette aide de l'État qui apparaît comme un élément, je dirais, d'appréciation supplémentaire par le consommateur final de la qualité de l'offre qui lui est proposée. Par analogie, ça ressemble un peu, proportion gardée, les montants sont évidemment pas les mêmes, à ce qui a été fait en matière d'aide à l'installation, par exemple, d'aide à l'équipement pour des véhicules non polluants, pour lesquels les constructeurs ont assez largement porté des dispositifs d'aide pour le compte de l'État. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guichet en tant que tel. D'accord. Il y a un dispositif qui fondamentalement repose sur la dynamique commerciale des opérateurs. Et je crois que c'est ce message-là que je voulais faire passer aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a pu y avoir des incompréhensions sur ce point. Après la prime à la conversion, la prime à la connexion. Avant de donner la parole à Christophe Houtier, je vais donner la parole à un de ses clients. Que faire en attendant la fin? Où j'habite, et comme je suis maire, j'avais aucun réseau pour me connecter sur Internet. Donc, ça va faire 6 ans maintenant que je suis Nordnet. Et donc, j'ai communiqué avec mes voisins, puisqu'on est 6 dans le secteur à travailler télétravail, entreprise, bijoutier,
éleveurs, et donc ils ont copié sur moi, et donc ça marche bien. J'en suis très content. Cette personne n'est pas un acteur. Non. C'est pas un acteur. Non, mais C'est le maire de... en attendant la fibre, oui, les solutions alternatives de Nornet, elles existent, elles tiennent la route. On parle d'Internet par satellite. C'était le cas du maire des Biseaux. On parle aussi d'Internet par radio. Et des solutions qui sont finalement disponibles tout de suite et au prix de la DSL. Globalement, on a beaucoup partagé de chiffres ce matin, donc je vais aussi en partager. Je vais vous dire qu'on a aujourd'hui déjà 45 000 utilisateurs de ces solutions alternatives. En France, à peu près 650 dans le Calvados et un peu plus de 3 000 en région Normandie. Donc des solutions qui ont été déjà adoptées par un nombre considérable d'utilisateurs qui se situent le plus souvent en périphérie du centre-bourg. Tous nos abonnés ne sont pas concentrés dans 1 ou 2 départements, tous nos abonnés ne sont pas concentrés dans 1 ou 2 communes. Bien au contraire. Nos abonnés sont aujourd'hui ventilés sur 16 000 communes de France métropolitaine. Donc c'est par ici un abonné dans cette commune, par là 2 abonnés, parce qu'ils sont un peu isolés de la DSL. La commune des Biseaux, qui est à 10 minutes de la gare du Creusot en Saône-et-Loire, c'est 487 habitants. Une commune jeune, parce qu'il y a 50% des gens qui ont moins de 45 ans dans cette commune. Et un tiers des bâtis qui disposent d'un débit ADSL inférieur à 3 mégas. Eh bien, le maire en a témoigné. Ils se sont dotés d'une connexion satellite qui leur permet bien de profiter du haut débit en famille, mais aussi d'entreprendre, de télétravailler en restant dans sa commune de cœur, et puis de profiter un peu de toutes les richesses de l'Internet, du téléphone évidemment par satellite ou radio, et même des contenus télé. Donc Internet, téléphone, télévision via les solutions alternatives, ça fonctionne. Ça fonctionne dans ce type de commune, plutôt rurale. Et puis, ce qui était intéressant dans ce témoignage, c'est cette notion de fidélité. Oui, ça fait 6 ans qu'il est connecté, et le témoignage ne date que de septembre dernier. Donc, une fidélité de nos clients qui s'explique, oui, par la qualité de service, aujourd'hui délivré à ses abonnés, mais aussi par les évolutions successives qu'ont connues ces différentes technologies. L'Internet par satellite, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 10 ans, c'était 512 kilos maximum. Aujourd'hui, on dépasse les 30 mégas. L'Internet radio, il y a 10 ans, et c'était pas très loin en Seine-Maritime, le WiMAX, c'était 512 kilos aussi. Aujourd'hui, la radio très haut débit se déploie et atteint les 30 mégas. On a été ravis de pouvoir lancer les offres radio en Bourgogne-Franche-Comté en janvier dernier. On a été heureux de pouvoir proposer aux habitants de Charente du très haut débit par la radio cet été. Pour Noël, on est arrivé à fournir de la radio très haut débit en Seine-et-Marne. Et puis, on espère bien, avant l'été, arriver à proposer des solutions, j'allais dire triple play par radio, en Vendée. Donc, ça se déploie, les technologies évoluent. Les clients sont donc rassurés par ces évolutions successives. Mais s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui, j'en passerai un, et un seul, c'est vous, collectivités, départements, États, régions, faites tout pour que chaque foyer français connaisse la date à laquelle la fibre arrivera à son domicile. Communiquez sur le sujet. Dites-lui que ça sera dans 1 mois, mais dites-lui aussi que ça sera dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que globalement, conscient de ce délai, il s'intéressera à ces technologies alternatives. Il sera invité par les dispositifs qui sont instaurés par l'État et par les collectivités locales qui financent tout ou partie, effectivement, des coûts de raccordement. Donc, de la transparence vis-à-vis des administrés. Un administré averti en vaut 2. Et puis s'il trouve que le délai est trop long, il pourrait avoir envie de partir d'ici dans les 3 ans qu'on lui annonce. Oui, tout à fait. Le risque, il est là aussi. Voilà, donc vous encouragez à communiquer sur les plans de déploiement fibre, même à horizon 3, 5 ou 10 ans. Donc est-ce que les choses sont claires avec Régis sur le guichet de cohésion Bien sûr, nous on va... Le coup est parti. On va, très prochainement, pouvoir accueillir ces administrés qui se posent des questions, et au travers d'un site web qu'on aura, eh bien, il suffira de taper son adresse pour savoir si on est éligible à cette aide de l'État à partir de son adresse, parce qu'il y a un travail de précision qui a été fait par l'Agence du numérique pour qualifier chacun des territoires et identifier dans chacun des territoires les foyers qui ont besoin de ces technologies alternatives, et en ont besoin maintenant.
Merci beaucoup Christophe. On avait un autre dossier, donc on prend tous les points chauds en fait. Hein, là, c'est une rubrique un petit peu actu. Donc la question du guichet de cohésion numérique. On avait posé la question à Marc Leblanc l'an dernier, est-ce qu'il y aura de la fibre à Noël? Il nous a répondu oui, si on a de la visibilité sur les plans de déploiement et les actions des opérateurs. Même question, mais je pense qu'on peut être rassuré. Qu'a fait Prysmian pour se mettre en ordre de bataille face à cette accélération dont on parle depuis tout à l'heure? Prysmian et toute la filière, parce que nous ne sommes pas tout seuls. C'est vrai que Marc, je ne l'ai pas rappelé, mais je suis également président d'Objectif Fibre. Donc qu'a fait Prysmian? Prysmian, très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes le premier fabricant mondial de câbles. Nous sommes 30 000 personnes avec un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros en 2018. Et nous avons eu une actualité chargée, puisqu'en 2018, nous avons racheté un de nos grands concurrents qui s'appelle General Câble et qui a une très forte présence en France. Donc Prysmian en France, aujourd'hui, c'est à peu près 5000 personnes. C'est 10 sites industriels et une très forte activité dans le domaine du télécom, à travers de la production de fibres optiques, de câbles optiques et de matériel de raccordement de ces câbles optiques. Donc Sébastien, qu'a fait Prysmian? Qu'a fait la filière optique? La filière a investi massivement depuis maintenant plusieurs années. Pour vous donner quelques chiffres, les acteurs de la filière en France ont investi plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 6 ans, pour la fabrication de fibres, de câbles et de connectivité. Ces investissements, ils ont été réalisés en France, mais également dans les pays d'Europe, pour accompagner le déploiement, notamment du marché français. Le résultat, c'est quoi? C'est que la filière française a déployé l'an dernier, en 2018, 17 millions de kilomètres de fibres, soit 30% de plus que l'année précédente, puisqu'en 2017, nous avions déployé 12 millions de kilomètres. 17 millions sur le marché français. Uniquement sur le marché français. En 2018, les industriels français ont déployé plus de 17 millions de kilomètres de fibres en France. 12 millions l'année précédente, 7 millions l'année avant, etc., etc. Donc il fait un taux de croissance d'à peu près 30% sur les 5 dernières années. Donc les investissements qui ont été engagés il y a déjà plusieurs années commencent à donner leur pleine mesure. Je pense que les opérateurs qui sont dans la salle le voient aujourd'hui. On a subi pendant les quelques années précédentes un décalage en fait entre le besoin et la rapidité avec lesquelles les investissements commencent à produire. Et donc aujourd'hui, on commence à voir les premiers résultats de ces investissements lourds, massifs, avec ces chiffres que je viens de vous donner. Chapeau, ça devient énorme. Pour rappel, il y a combien parce qu'on a toujours un chiffre sur la fibre optique, combien de millions de kilomètres de fibres il y a autour qui ceinturent la planète? Tu l'as en tête, ça, ou pas? Non. Je chercherai, je vous enverrai un truc. Mais ça doit être pas loin de la distance Terre-Lune. Ça. Parfait, super. Donc, parce que l'an dernier, tu nous disais, pour créer une unité de production, il nous faut, tu parlais de 2 à 3 ans. Alors, c'est très variable. Pour la fibre, on va être sur hors construction de bâtiments. C'est des investissements qui se déploient sur 16 à 18 mois. Sur le câble, c'est un petit peu plus court. Par contre, ce qui est très important, pour revenir à cette visibilité, et je rebondis sur ce que disait David Elfassi tout à l'heure, ce qui est très important dans la visibilité qui sont données aux industriels, c'est d'aller de plus en plus dans le détail. Et l'un des sujets qui va nous occuper, ce que disait M. Elfassi tout à l'heure, c'est le chantier du raccordement d'abonnés, qui va consommer très peu de fibres, mais par contre qui va nécessiter des ressources différentes en termes de produits et différentes en termes de ressources humaines. Donc c'est le prochain grand challenge, il est là. On a parlé depuis maintenant 4-5 ans de volume de fibres, on parlait de kilomètres de fibres, de kilomètres de câbles. Comme si c'était un produit lambda finalement, comme si c'était inconsommable. Alors, il y a plein d'aspects. C'est pas inconsommable et ça nécessite aussi des ressources pour les déployer qui sont formées, qui sont de bonne qualité. Mais encore une fois, au fur et à mesure qu'on déploie ces réseaux, les problèmes ou les goulots d'étranglement vont se déplacer. Le prochain vrai grand challenge, encore une fois, je suis ravi qu'Altitude l'ait abordé, ça va être le raccordement terminal. Puisque comme vous l'avez tous dit, ce que vous voulez, ce qu'on veut tous, c'est des clients heureux connectés. Donc aujourd'hui, des centaines de millions de kilomètres de fibres sont installés dans les rues. Maintenant, le challenge, c'est le dernier mètre pour aller chercher l'abonné. Voilà.
Et un dernier point sur la question de la qualité de la fibre. Je dis c'est pas un produit lambda parce qu'aujourd'hui, bon, on a beaucoup parlé de fabricants voilà, qui arrivent, hein, fabricants notamment asiatiques qui arrivent sur nos marchés avec des produits fibres. Comment on peut se projeter dans finalement la question de la durabilité de cette ressource fibre? Est-ce que finalement il y a de la fibre, il y a de la bonne fibre, de la mauvaise fibre? C'est un peu idiot comme question, mais on se dit, on la déploie, mais il faut qu'elle dure longtemps, il faut que ce soit costaud comme produit, faut que ce soit évolutif. Est-ce qu'il y a ce genre de questions à se poser? Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, d'abord, les réseaux qu'on est en train de déployer, ils ne sont pas déployés pour 1 an. Ils sont déployés pour 25, 30, 40, 50 ans. Donc, il est impératif que les composants qui composent ces réseaux soient de bonne qualité, qui répondent à un certain nombre de normes. Il y a énormément de normes qui existent, que ce soit au niveau international, au niveau européen et au niveau local. Donc il est très important que les produits qui soient installés respectent ces normes, respectent ces standards. Après, au moins aussi important, ça va être la qualité de la façon dont ces produits vont être mis en œuvre. Ça, c'est fondamental. Si vous avez un excellent produit, mais qu'il n'est pas mis en œuvre selon les règles de l'art, ben, sa pérennité va s'en trouver affectée, c'est évident. Donc il est très important de bien considérer les deux composantes, la qualité des produits, des composants, que ce soit la fibre, mais également l'emballage de la fibre, qui est le câble, et puis tous les matériels qui vont aller au bout de ces câbles, et puis s'assurer que ces produits sont mis en œuvre correctement. Et c'est la question des compétences. Ça, c'est le point qui aujourd'hui intéresse tout le monde, qui est la qualité de la formation, la qualité du sourcing pour aller chercher ces ressources dont on va avoir besoin pour déployer ces réseaux et aller raccorder les abonnés. Ces deux critères sont fondamentaux et ne doivent pas être dissociés. Si on veut des réseaux pérennes, homogènes, interopérables, il est important de poser correctement des bons produits. Voilà. Et Laurence Wessenbacher nous en parlera cet après-midi au niveau des compétences, puisqu'elle est rapporteuse du groupe de travail formation d'objectifs fibres. Autre chantier qu'on a un peu esquissé, c'est celui du New Deal mobile et de toutes ces infrastructures. Alors, on se projette aussi dans la 5G, il y a un certain nombre de choses. On sait qu'on va avoir besoin de points hauts. Alors, on a pensé évidemment à TDF qui a des tonnes de points hauts et qui est d'abord aujourd'hui un opérateur d'opérateurs. Arnaud Luc aussi, je te laisse nous faire le point déjà sur les déploiements de TDF et puis sur cette contribution originale que pourrait apporter TDF au plan New Deal mobile. Bien, merci Sébastien. Alors, je suis très heureux de refaire le point un an plus tard ici aux États généraux des RIP. Effectivement, on parlait à élargir aux questions mobiles. En fait, notre ambition, notre rôle, notre objet social, comme on dit maintenant, c'est d'essayer de réduire un peu la fracture numérique. C'est un sujet qui est devenu d'ailleurs un sujet politique de première importance et qui préoccupe beaucoup les collectivités qui sont d'ailleurs présentes dans la salle et qui en ont fait une priorité. Alors, notre métier, c'est d'être un opérateur d'infrastructure numérique. Je voudrais revenir un instant là-dessus parce que c'est un concept qui a émergé depuis finalement quelques années. Cette notion d'opérateur d'infrastructure. Alors, dans le fixe, il y a les opérateurs de RIP, donc ils sont tous présents aujourd'hui. On le connaît. Mais dans le mobile, depuis 4-5 ans, ça a aussi émergé parce que le secteur télécom fait face à un cycle d'investissement. Et donc, les opérateurs, probablement à l'exception d'Orange, ont externalisé une partie de leur parc de pylônes, ce qui a conduit à la création de ce qu'on appelle les tower companies. Donc, TDF est une très ancienne tower company, mais on a maintenant des concurrents. Donc, pour les citer, donc, il y a le TDF espagnol, qui s'appelle Cellnex, qui est arrivé en France. Donc, on a le leader mondial, American Tower, qui a 150 000 tours dans le monde et qui maintenant est installé en France. Et puis, SFR a créé une tower company dans son groupe l'an dernier, donc, qui est SFR Tower, je crois, ça s'appelle Ivory maintenant. Donc il y a de plus en plus d'opérateurs d'infrastructure aussi dans le mobile. Alors, pourquoi ces opérateurs d'infrastructure existent et se sont développés dans le fixe, dans le mobile, et sont devenus des acteurs à part entière du secteur des télécommunications? La première raison, c'est que ce sont des investisseurs de long terme qui investissent beaucoup plus en proportion que les opérateurs traditionnels. Pour TDF, en 2018 et en 2019, nous investissons environ 40% de notre chiffre d'affaires. 40% de notre chiffre d'affaires, c'est considérable. Un opérateur traditionnel, au maximum 20%. Voilà. Donc, nous, on est à 40% et je pense que nos collègues confrères sont probablement dans une situation un peu similaire parce que le secteur de la télécom est dans une période de cycle d'investissement. La deuxième raison, c'est que pour déployer des infrastructures, c'est le fameux modèle neutre et ouvert. C'est le nôtre.
on le défend, on croit qu'il est bon, il n'y a aucune pollution par la politique commerciale. Tous les FAI, les grands, les petits, tous les opérateurs mobiles nous intéressent pour les accueillir sur nos pylônes ou sur nos réseaux RIP. Donc, cette neutralité d'ouverture fait qu'on n'a jamais de problème, de questions à se poser, comme on a pu voir lors du débat de la table ronde initiale. Bon, est-ce qu'on vient, est-ce qu'on vient pas, quand est-ce qu'on vient, est-ce que c'est notre réseau, pas notre réseau? Tout cela n'existe pas. Nous vendons à tout le monde de manière indifférenciée. Bah oui. Si je reviens un instant sur la question de l'investissement, on est aussi associé à la Caisse, parce que la Caisse nous a gentiment mis sur les slides. Donc la Caisse a dans nos RIP des participations, une participation en général de 30%. Alors, sur le New Deal mobile, plus précisément. Donc, le New Deal mobile, c'est quand même un effort très important. C'est un projet national, donc, qui a été rappelé par Guillaume Mélier, qui est assez complexe, puisqu'il y a effectivement le dispositif de couverture ciblée dans lequel les collectivités ont un rôle fondamental pour recenser les sites. Et pour nous, TDF, c'est un projet prioritaire. Alors, on a aujourd'hui, TDF, 14 000 points hauts, 13 900 précisément. C'était à peu près 20% des points hauts en France, qui se répartissent entre pylônes et toits terrasses. Comme ça a été rappelé, dans le New Deal mobile, il y aura 5 000 points d'émission par opérateur au titre du dispositif de couverture ciblée. Comme il y a de la mutualisation, puis il y a les axes de transport prioritaires, aussi axes de transport, on estime qu'il y aura entre 7 à 10 000 nouveaux sites mobiles en France avec le New Deal mobile. Alors, il faut les construire, il faut les identifier. TDF, on en a construit 300 en 2018. On va en construire au moins 500, on espère, en 2019, des pylônes. Donc, on continue à investir là-dedans. Et puis, ce travail qui se déploie sur le territoire avec les collectivités, souvent les départements, il y a un système de référents départementaux, il y en a peut-être d'ailleurs dans la salle, des référents départementaux, tant au niveau des préfectures que des conseils départementaux. Nous essayons d'aller les voir, de discuter sur des emplacements pour des nouveaux sites qu'on va construire, qu'on peut construire pour le compte des opérateurs qui auront vocation à être mutualisés. Il y a un très gros effort à faire, tout le monde y contribue, l'État qui a renoncé à des recettes budgétaires, ça a été expliqué tout à l'heure, les opérateurs qui font aussi un effort certain, les collectivités et les opérateurs d'infrastructure. Comme je le disais, puisque comme les opérateurs ont largement externalisé leur parc de sites, le succès du New Deal ne peut pas se faire au fond sans les opérateurs d'infrastructure. Et dans le mobile. Alors, on l'a vu pour les RIP, mais c'est aussi vrai dans le mobile, ça sera vrai dans le mobile. Et c'est un message où on estime qu'il n'est pas encore suffisamment compris. Alors, il a été compris au niveau européen, puisque les opérateurs d'infrastructure ont maintenant une disposition spécifique dans le nouveau code européen. Le code européen, c'est la directive des télécoms qui a été revue l'an dernier, qui sera transposée en France, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Et puis, donc il y a un article sur les opérateurs qui ne sont pas verticalement intégrés. Mais on a l'impression quand même que en France, ce concept, en tout cas pour le mobile, n'est pas suffisamment reconnu, on n'est pas suffisamment associé. Donc si j'ai une demande déjà à faire, c'est qu'on soit davantage associé, en particulier pour tous les emplacements de sites. Alors, peut-être un point sur la fibre, parce que c'est l'état généraux des RIP. Donc, TDF, on s'est lancé en 2016. On a remporté notre premier réseau en 2017, c'est le Val d'Oise. On s'est totalement structuré. On a une division fibre. On a la division audiovisuelle, ça c'est le métier historique de TDF. On a la division télécom, qui pour nous, en fait, est la division hébergement sur les points hauts. Et puis maintenant, on a une division fibre, dont le directeur Cyril Gasque est dans la salle, et une partie de son équipe. Donc elle est opérationnelle, elle travaille, et notre premier réseau, c'est le Val d'Oise, donc on a gagné en 2017, et on devrait être, Régis, parmi les départements qui ont fait plus de 30%, puisque d'après nos chiffres, nous avons déjà construit 45 000 prix sur 85 000, donc plus de la moitié des prix sont finis, et 74 000 sont en cours de construction, et nous aurons fini à la fin 2020, conformément à nos engagements. Alors derrière, je rappelle qu'on a eu les Yvelines, puis Indre-et-Loire, alors Yvelines c'est encore en 2017, puis Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, ça c'est le projet dit Val-de-Loire, celui-là c'était en 2018, début d'année, et puis Maine-et-Loire, et au total nous avons 750 000 prises à déployer. Alors on est, et ce qui représente 1 milliard d'investissements pour TDF. Donc
C'est un gros projet, c'est un gros ensemble. Il a fallu que dans un premier temps, on digère, on s'organise. Et donc maintenant, on est tout à fait partant pour de nouveaux appels d'offres. Donc on espère que la situation se débloquera, que le guichet n'est peut-être pas le bon terme, en tout cas que l'enveloppe sera précisée. Les collectivités, nous savons qu'un certain nombre se posent des questions, ont des projets d'appel d'offres disons, plus que dans les cartons, qui sont prêts. Et nous souhaitons les accompagner là-dessus. Alors évidemment, c'est de la concurrence. Le Val d'Oise donc, est un projet qui se passe très bien avec la collectivité. La collectivité a d'ailleurs, donc je le dis d'autant plus simplement, la collectivité a été primée au plan européen parmi 200 projets. Donc elle a reçu un European Award à Bruxelles, décerné par la Commission européenne. Voilà, donc ça montre que notre système marche bien. On commence à commercialiser, donc on a des accords avec tous les opérateurs, dont certains sont présents autour de cette table ronde. Les grands, donc tous les noms ont été cités, je ne vais pas revenir là-dessus, y compris aussi avec les entreprises. Voilà. Donc, sur la FIB, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que cette année, notre objectif, notre contribution à l'objectif national, c'est 160 000 prises en 2019, donc la contribution de TDF. Et puis, pour cela, on travaille sur les territoires, avec les collectivités, c'est-à-dire en faisant de la formation. Oui, vous créez vos propres outils de formation en local, voilà, et de manière totalement adaptée à, disons, au dialogue avec la collectivité. Donc, parfois, on rentre dans des centres qui existent. Donc, par exemple, on a fait ça dans le Val d'Oise et les Yvelines. Parfois, on crée des nouveaux centres, comme on le fait en Anjou, donc Maine-et-Loire. Donc là, on crée 3 centres. On en a inauguré déjà un. Et parfois, on va faire des choses itinérantes, comme dans le Val-de-Loire, avec des systèmes de semi-remorques qui se déplacent, qui forment localement. Et on essaie de former les gens au métier de la fibre pour qu'effectivement, j'ai bien entendu qu'il fallait que ça soit bien posé. Hein, ça, mon voisin l'a rappelé il y a 2 minutes. Au cas où. Hein. Sinon, ça marchait moins bien. Donc on forme les gens. Donc voilà. Donc TDF, on est totalement engagé. On souhaite poursuivre dans la fibre, ce que je voulais dire. Et donc, on est un peu l'arme au pied parce que ce qui n'a peut-être pas été dit ce matin, c'est que dans le plan, qui est un plan ambitieux et qui va vite, hein, ça on le reconnaît, tout le monde le reconnaît et tout le monde y participe. Enfin, il y a quand même encore 4 à 5 millions de locaux pour lesquels qui sont exclus de la fibre. Alors, ils ont peut-être d'autres solutions. Oui, qui sont a priori exclus. Ouais. Voilà, qui sont a priori exclus. Donc, il faudra trouver une solution pour que ces 4 à 5 millions de locaux puissent intégrer être accordés en fibre optique. Voilà ce que je voulais dire juste avant le déjeuner. Ah non, on a encore une fenêtre de tir. On va parler de la filière et de son comité stratégique de filière. Merci, merci Arnaud, merci à tous les 5. Régis, vous restez toujours avec moi. Je vous propose d'applaudir nos panélistes.